L'idée de ce webinaire, c'est de vous expliquer comment devenir une entreprise AI-driven. Donc, qu'est-ce que ça veut dire AI-driven? C'est de se dire, en fait, finalement, comment une organisation peut être pilotée grâce à l'intelligence artificielle. Donc, au niveau de l'agenda, aujourd'hui, on va vous faire une brève présentation de la société ASI. Ensuite, dans un deuxième temps, Charlotte, elle va vous expliquer comment l'AutoML est un levier pour aller vers une approche pilotée par l'intelligence artificielle. Entre autres, on va vous présenter notre approche, enfin l'approche d'ASI pour vous accompagner à travers ce projet de transformation digitale. Ensuite, dans une troisième étape, on va vous expliquer, on va vous montrer un petit peu les acteurs du marché au niveau de cette technologie qui est l'AutoML. Et enfin, dans une quatrième partie, Stéphane de DataRobot va vous faire une démonstration du produit. Alors, ASI, quelques chiffres clés. Donc, c'est une société de services numériques qui a 26 ans déjà, avec un chiffre d'affaires de 38 millions d'euros en 2019. C'est à peu près 480 collaborateurs. D'un point de vue géographique, on se divise en 4 régions, donc avec la région de Lyon, région de Paris et aussi une présence assez importante dans l'ouest de la France, entre 2 régions, qui est la Bretagne et Atlantique centre-ouest. Ce qu'il faut savoir, c'est que ASI, c'est une société qui couvre de bout en bout donc des projets informatiques, en alliant à la fois du conseil, du marketing digital et de l'expertise technologique. En termes d'activité, au niveau de notre expertise technologique, nous avons 3 activités majeures: le collaboratif, le digital et le domaine de la donnée. Et justement, dans le domaine data, dans l'activité data, il y a entre autres une partie d'innovation, et c'est là qu'on rentre en fait dans le sujet de l'intelligence artificielle, mais pas que. Parce que, en fait, quand une entreprise cherche cherche à être pilotée par l'intelligence artificielle, il y a un certain nombre d'offres que ASI propose, entre autres la mise en place de solutions RPA, avec donc RPA pour Robot Process Automation, avec du UiPath, ou bien aussi Microsoft Power Automate qui couvre ce besoin. Donc ça, c'est des sujets pour en fait automatiser des activités opérationnelles. Le RPA, c'est une partie, un sous-ensemble d'une offre intelligence artificielle. Une seconde offre est aussi la capacité à enrichir des systèmes d'information à travers des systèmes cognitifs avec des services de Azure ou Amazon, donc pour intégrer des chatbots, faire de la traduction en temps réel, enrichir de l'analyse d'images. Une troisième offre que IC couvre, c'est aussi la capacité en fait à mettre en place des modèles prédictifs plutôt faits maison, avec des sujets comme par exemple l'attrition ou l'optimisation de livraison, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment du sur-mesure. Et une quatrième offre qui accélère grandement la mise en place d'intelligence artificielle, c'est entre autres l'intégration de plateformes auto-machine learning. Et là, on se demande, mais qu'est-ce que l'auto-machine learning? Et là, je vais laisser la main à Charlotte. Bonjour à tous. Effectivement, nous allons voir de quelle manière l'automatisation du machine learning, l'AutoML, est un levier pour les entreprises qui souhaitent devenir AI-driven. Pour comprendre ce qu'est l'AutoML, je reviens rapidement sur ce qu'est le machine learning, parce qu'on en entend beaucoup parler. Il ne date pas d'hier, puisque les premiers algorithmes datent de la fin des années 50. En réalité, on utilise le machine learning au quotidien sans nous en rendre compte, ne serait-ce que lorsque nous faisons une recherche sur la barre de recherche Google. Eh bien, Google anticipe notre recherche et nous fait des suggestions. Eh bien, ceci ne serait pas possible avec de la programmation classique, mais bien grâce à des algorithmes de machine learning.
Ainsi, si on devait définir le machine learning, eh bien, on pourrait dire, qu'il s'agit d'une technologie d'intelligence, artificielle permettant aux ordinateurs d'apprendre sans avoir été, programmés explicitement à cet effet. Concrètement, grâce à des algorithmes, on va donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre en étudiant, des exemples. L'objectif visé, pour les entreprises étant de pouvoir, apporter des solutions à des problèmes, complexes et notamment d'effectuer, des prédictions à partir, de données, à partir d'observations. Aujourd'hui, le machine learning est présent, partout, dans n'importe quel, secteur d'activité. Ici, vous avez quelques exemples. L'assurance avec, par exemple, la détection de fraude pour, la déclaration, d'un sinistre. La banque avec, les décisions de prêt. La santé avec la détection, par exemple, d'un cancer. Le marketing avec, le risque d'attrition ou encore, l'automobile avec, la voiture autonome. Donc vous voyez ici, le champ d'application, est vaste. On est plutôt, ici là sur des problématiques de classification. Est-ce que mon client, va partir, oui ou non? Mais on peut également avoir, des problématiques de régression comme, par exemple l'estimation du montant d'un sinistre et on peut également, faire, des forecasts, des prévisions à plus ou moins long terme. Bien sûr, les cas d'usage, utilisés pour, le machine learning automatisé restent, les mêmes que pour le machine learning, classique. Chez ASI, notre approche, autour des projets AI driven, se déroule en plusieurs phases. Tout commence par, la mise en place d'une stratégie d'intelligence, artificielle. On va commencer par proposer des ateliers stratégiques pour, bien comprendre le contexte, comprendre, la stratégie de l'entreprise, la stratégie, digitale et on va, définir une feuille de route, d'intelligence artificielle dans laquelle, on va, définir différents cas d'usage. De là, on va choisir un cas d'usage, en particulier, par exemple, évaluer le risque d'un crédit. On va, formuler, précisément les attentes, les enjeux et les actions, qui découlent de ce cas, d'usage. Ici, on va souhaiter avoir, un outil qui nous aide, à choisir si, oui ou non on accorde le crédit. Puis, on va passer à une phase, de data acquisition. Dans cette, phase, eh bien, on va, identifier les données, potentiellement pertinentes pour répondre, à notre problématique. Les données doivent être de qualité suffisante, ce qui nécessite, une bonne compréhension, des données. Ces données viennent de différentes, sources. On va récupérer, les données en interne, mais on peut également, récupérer des données, externes avec, de l'open data et ces données, on va, les centraliser. Ensuite, on va rentrer dans une phase, de réalisation avec, la data préparation, en commençant par, l'exploration des données. Généralement, les jeux de données que l'on récupère, ne contiennent pas toutes les valeurs. On peut, détecter un certain nombre, d'anomalies. C'est pour cette raison qu'on va être amené à nettoyer, et formater, les données, à traiter les valeurs manquantes, ou aberrantes et on va également faire, du feature engineering. On va, créer de nouvelles variables afin d'enrichir le jeu de données, de départ, afin, d'améliorer, nos prédictions et on va à nouveau, explorer, les données propres, ce qui va nous permettre de proposer les premières pistes de modélisation. C'est ici, que, l'utilisation, des outils de machine learning automatisés comme DataRobot est un grand accélérateur pour, la mise en place, de ces projets AI driven. Dans cette, phase, on va, construire plusieurs modèles, prédictifs en choisissant les variables que l'on va intégrer, au modèle et en jouant sur le réglage, des hyperparamètres, afin d'obtenir les meilleures performances, possibles. Avec l'utilisation de l'AutoML, on va pouvoir créer rapidement des modèles en parallèle et les concurrencer, entre eux.
On va évaluer la qualité de ces modèles, mais dans cette phase de modélisation, on va également s'intéresser à l'interprétabilité des modèles, quelles sont les variables importantes, les relations entre elles, mais surtout expliquer les prédictions. Et ça, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui pour les entreprises que de pouvoir vulgariser et expliquer les modèles auprès des métiers. Si on reprend notre exemple avec l'obtention de crédit, eh bien, il faut être capable de pouvoir faire ressortir les variables, les critères que les modèles utilisent afin d'estimer le risque de crédit associé à tel ou tel profil. Ainsi, en fonction à la fois de la qualité des modèles et de leur interprétabilité, on va sélectionner un modèle à déployer. Cette phase de déploiement et donc de mise en production est une phase complexe pour des raisons organisationnelles et techniques. Là encore, les plateformes les plus avancées vont proposer une fonctionnalité de déploiement, ce qui va nous permettre de facilement mettre en production le modèle choisi, de le rendre disponible dans le système d'information et derrière de pouvoir le contrôler, car après le déploiement, eh bien, on va s'occuper du monitoring des modèles, de la maintenance avec le contrôle de l'éventuelle dérive du modèle. En finalité, à partir du cas d'usage que l'on a défini au départ, on a à disposition une application que l'on va intégrer au système d'information. Cette application renvoie un résultat, renvoie une prédiction en temps réel. Dans notre exemple, il s'agit du repérage de crédit qui risque de faire défaut. Ainsi, cette application va venir enrichir les capacités, par exemple, d'un CRM et ainsi, on va pouvoir obtenir une plateforme augmentée qui va aider les métiers au quotidien dans leur prise de décision. Alors bien sûr, la mise en place de tels projets entraîne des changements organisationnels au sein des entreprises. Chez ASI, pour accompagner ce changement, on va proposer du coaching, des plans de communication, de la formation. Et pour assurer et suivre cette mise en place, on a un socle fort, c'est la gestion de projet. On est dans une démarche d'amélioration continue avec une approche agile qui va nous permettre tout au long du projet, étape par étape, de vérifier que les objectifs sont atteints ou non. Et si besoin, on va être amené à mettre à jour la stratégie définie au préalable. Et on peut également être amené à alimenter la feuille de route avec de nouveaux cas d'usage. Voilà globalement notre approche chez ASI autour des projets AI Driven. Comme nous l'avons vu, l'utilisation des outils AutoML est un accélérateur pour la mise en place de ces projets. Pour quelles raisons? Eh bien, cela permet déjà de pallier la pénurie d'experts en intelligence artificielle. On sait aujourd'hui que le recrutement de data scientists est difficile. Et avec l'utilisation de l'AutoML, finalement, on va rendre le machine learning accessible à un plus grand nombre de personnes, disons, moins expérimentées. On va pouvoir gagner du temps. Le développement traditionnel de modèles de machine learning consomme beaucoup de ressources. Ici, on va pouvoir, avec l'AutoML, créer rapidement un certain nombre de modèles en parallèle, les mettre en concurrence. Et ainsi, on va finalement donner la capacité aux data scientists d'augmenter leur productivité. On va réduire les risques d'erreur puisqu'on n'est pas du tout dans un processus artisanal, mais bien dans un processus industrialisé. On va pouvoir générer des scénarios qui sont de plus en plus complexes. Aujourd'hui, les bases de données sont de plus en plus volumineuses, donc on a de plus en plus de données à analyser. Et on va également, grâce à l'AutoML, faciliter la mise en production. Généralement, quand on a tout un code en Python, par exemple sur un Jupyter Notebook, généralement, on est bloqué au moment de la mise en production.
soit malheureusement, le déploiement, la mise en production ne se fait pas, ou alors, on est obligé, de tout reconstruire, de tout retranscrire dans un autre, langage. Quels sont les enjeux, pour l'utilisation de l'AutoML? Eh bien, l'aspect, industrialisation, on vient de le voir avec, la capacité, à passer à l'échelle. L'interprétabilité, des modèles, surtout, pour des secteurs très réglementés comme, la banque, l'assurance, ou encore la santé, où l'utilisation, de modèles, dits boîtes noires n'est absolument pas, possible. Et toute la partie MLOps qui va nous permettre de gérer la pérennité des modèles, de vérifier qu'il n'y a pas de dérive, dans le temps, et également la possibilité, de facilement modifier un modèle sans être obligé de tout, reconstruire. Je finirai par, une vue d'ensemble des acteurs, du marché autour, de l'AutoML. Si vous le voyez, les premières solutions datent, de 2013 avec l'outil open source, AutoWeka. On peut vraiment distinguer, 3 ensembles. On a, tout d'abord, les solutions, open source comme AutoWeka ou encore, Teapot ou, Auto Scikit-learn qui vont avoir des fonctionnalités plutôt, limitées. Ensuite, on va avoir, les GAFAM, les géants du web qui vont, chacun proposer leur propre outil, AutoML sur leur cloud respectif. Cependant, actuellement, leurs outils, AutoML, sont pas aussi, performants que les, plateformes commerciales comme, DataRobot qui, proposent une solution, complète, une solution, end-to-end, mais je vais laisser, la parole à Stéphane, qui va vous présenter, la plateforme DataRobot. Merci Charlotte pour l'introduction. Avec DataRobot, on peut donc construire des modèles de machine learning, de deep learning, sélectionner le meilleur modèle en fonction de la performance et ensuite de mettre en production ce meilleur modèle, de le monitorer et de le manager dans le temps. Alors, dans le cadre de cette démo, je vais utiliser un jeu de données de la plateforme Lending Club. C'est un jeu de données public. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Donc, il s'agit d'un fichier Excel ici. Lending Club, c'est quoi? C'est une plateforme pair à pair qui réunit investisseurs et emprunteurs. Alors, ça peut être des particuliers comme des institutionnels. Ici, sur le jeu de données, chaque ligne représente un prêt qui est mis sur la plateforme et les colonnes ici sont les caractéristiques du prêt. Donc, on va avoir le montant du prêt, on va avoir la durée du prêt. Ici, en l'occurrence, c'est soit 36 mois, soit 60 mois, donc 3 ans ou 5 ans. On a un certain nombre d'informations qui sont données par Lending Club, comme le grading du prêt, comme le taux d'intérêt. On sait où travaille l'emprunteur, on sait depuis combien de temps il y travaille, on sait s'il est propriétaire ou locataire de son logement, quel est son revenu annuel, si les informations précédentes ont été vérifiées ou pas par Lending Club. Ensuite, on a un certain nombre de caractéristiques. Et ici, c'est intéressant, on a le titre, c'est un champ de texte libre, c'est l'emprunteur qui explique pourquoi il fait un prêt. Alors, en l'occurrence, ici, voilà, cet emprunteur fait un prêt pour des raisons médicales, celui-ci pour financer son mariage. Puis vous voyez, même, on peut même survivre grâce à Lending Club. Voilà. Donc, on a un certain nombre d'autres caractéristiques comme l'endroit où se trouve l'emprunteur. On a des données transactionnelles. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est ici cette colonne ISBAD qui nous indique si le prêt a fait défaut ou pas. Là, en l'occurrence, il s'agit d'observation. Donc, on voit ici que ce prêt a fait défaut. Donc, nous, on va se mettre. Charlotte expliquait qu'en bout de chaîne, on avait les applications et l'idée, c'est de vous montrer ce que pourrait être une application. Donc là, en l'occurrence, j'ai renseigné un certain nombre d'informations liées à un prêt qui pourrait être émis sur la plateforme Lending Club. Je vais me mettre dans la peau d'un investisseur et je vais regarder si oui ou non je vais investir sur ce prêt. Donc là, en l'occurrence, on m'indique que le risque de défaut de ce prêt est de 15%. Mais si je mets par exemple, voilà, bon, je n'ai pas de revenu annuel, voilà, que se passe-t-il? Vous voyez, mon risque de défaut est bien plus élevé, il est de l'ordre maintenant de 45%. Voilà, donc comment j'arrive à faire des prédictions comme celle-ci?
eh bien, j'utilise la plateforme DataRobot qui va me permettre de construire un modèle. Alors, j'ai différents moyens d'uploader un jeu de données, soit depuis une base de données, soit depuis un lien URL si vous utilisez un cloud privé, soit depuis Hadoop ou alors en local si le fichier se trouve sur mon ordinateur. En l'occurrence, moi, le fichier que j'utilise se trouve sur le catalogue IA. Alors, le catalogue IA, c'est un endroit où on peut entreposer nos différents jeux de données. On peut se les partager entre collaborateurs. Alors, et on peut également, c'est ce que je vais faire ici, donc je vais chercher le voici. Et je vais lancer un projet depuis mon catalogue. Voilà. Alors, vous voyez, on a la possibilité d'utiliser la plateforme en français. Donc ça, c'est bien pratique. Alors, ça va prendre quelques secondes. Donc, il va y avoir une première analyse exploratoire du jeu de données. Voilà. Donc là, en l'occurrence, je retrouve mes différentes colonnes qui sont ici des variables qui vont donc permettre d'apporter du signal pour créer un modèle de machine learning. Donc, pour chacune des variables, j'ai accès à la distribution du jeu de données d'entraînement. J'ai également un certain nombre de caractéristiques statistiques, comme ici le nombre de valeurs uniques, la moyenne, l'écart type, la valeur médiane, etc. Puis, on voit que DataRobot est à même de reconnaître les différents types de variables. Donc, quand elles sont numériques, quand elles sont catégorielles, s'il s'agit du texte, en l'occurrence, c'était le cas pour indiquer où travaille l'emprunteur et puis surtout quel est le titre donné au prêt. Et puis, on peut avoir aussi des dates. Vous voyez qu'ici, à partir d'une date, DataRobot est à même de créer des nouvelles variables périodiques comme l'année, comme le jour de la semaine, le mois et le jour du mois. Et puis, on a aussi différents indicateurs qui nous disent, voilà, par exemple, cette valeur, cette variable ici ne contient qu'une seule valeur. Donc, elle est peut-être pas, c'est peut-être pas judicieux de l'utiliser pour notre modèle, ça peut rajouter du bruit. Donc, on a cet indicateur qui nous dit, voilà, peu de valeur. Donc, ce ne sera pas intégré dans la liste des variables qui va nous permettre de créer un modèle. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse exploratoire, on va spécifier ici à DataRobot quelle est la variable que l'on souhaite prédire. En l'occurrence, ici, c'est isBal, vous vous souvenez. Donc, est-ce que mon prêt a fait défaut, oui ou non? Donc, il s'agit d'un problème de classification binaire. On peut être amené sur DataRobot à faire du multiclasse, jusqu'à 100 classes. On peut faire aussi des régressions, c'est-à-dire avoir en sortie une valeur continue. On peut également, avec le module Time Series, faire des projets de séries temporelles. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que l'utilisateur de DataRobot peut très bien être un data scientist qui va utiliser la plateforme pour gagner du temps et donc en productivité, ou alors quelqu'un qui n'a pas nécessairement un PhD et qui va utiliser les paramètres recommandés par DataRobot et appuyer directement dès maintenant sur le bouton démarrer. Alors, juste quelques précisions. Le data scientist garde quand même le contrôle. Où celui qui crée les modèles peut garder le contrôle. On va pouvoir, par exemple, spécifier la façon dont on veut répartir son jeu de données. Donc ici, en l'occurrence, j'utilise 80% pour entraîner les modèles et 20% où je vais pouvoir tester mon modèle sur un jeu de données sur lequel il ne s'est pas entraîné au préalable. Je peux modifier ces paramètres. Ici, voilà, j'ai 20%, mais je peux mettre 10%. J'ai également la possibilité de définir la métrique. Alors, la métrique, c'est quoi? C'est un moyen pour juger de la performance de mon modèle, mais c'est aussi un moyen de comparer les modèles les uns avec les autres. Donc là, est recommandé le log-loss, mais je peux très bien utiliser une autre métrique. Donc, ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur le gros bouton démarrer qu'on ne peut pas louper ici. Alors, ce qui va se passer, c'est que DataRobot va entraîner un certain nombre de modèles, une cinquantaine en l'occurrence, va comparer leurs performances, nous indiquer quel est le modèle le plus performant. Et ensuite, à partir du moment où il apparaît sur ce qu'on appelle notre leaderboard, donc notre classement des modèles, eh bien, je peux le mettre en production. Donc, voilà, ça prend quelques secondes. Voilà, donc voilà, ça va être prêt. Alors, je vais déjà avoir un premier indicateur qui va être une sorte de corrélation entre mes différentes variables et ma cible, en l'occurrence isBAT. Donc, par exemple, pour le moment, en termes de corrélation, la variable qui est la plus corrélée avec ma cible, c'est le taux d'intérêt du prêt
qui est une information fournie par Lending Club. Arrive ensuite le grade du prêt, là encore fourni par Lending Club. Le terme, c'est la durée du prêt, donc en l'occurrence deux possibilités, hein, soit 3 ans, soit 5 ans. Et ici, on le voit sur la droite, j'ai deux modèles là, actuellement qui sont entraînés. J'utilise deux workers. Je vais vous montrer le nombre de workers. Alors, les workers, c'est dans le contexte du cloud, ce sont des instances. Dans un contexte hardware, ce sont des corps. Donc ici, en passant à 20, j'ai 20 modèles qui tournent en parallèle. Imaginez 20 data scientists qui entraînent un modèle. Donc le gain de productivité, on le voit bien ici. J'ai des modèles alors, qui sont issus de Keras, des modèles de deep learning, Keras sous TensorFlow. J'ai des modèles Python, j'ai des modèles R ici, j'ai des modèles propriétaires DataRobot. J'ai également, et on le verra par la suite, des modèles XGBoost qui ont gagné un grand nombre de concours sur des plateformes de type Kaggle. J'ai des modèles LGBM, mais je pense que le mieux, c'est de vous montrer un projet qui est finalisé. Alors, un projet comme celui-ci qui comporte 10 000 lignes, il faut compter à peu près 20-25 minutes. Donc là, je vais aller sur un projet finalisé, et là, je retrouve le classement, ce qu'on appelle notre leaderboard, où je vois les modèles qui ont été entraînés. Je vous parlais des modèles LGBM de Microsoft, ici, XGBoost, Python. Et donc, ces modèles, à partir du moment où ils apparaissent sur ce leaderboard, je peux les mettre en production. Alors, le modèle qui est ici recommandé pour le déploiement par DataRobot, j'ai celui qui est le plus rapide et précis. Un des piliers de DataRobot, c'est de dire d'être complètement transparent sur ce qui est fait. Alors ici, je ne sais pas si on le voit bien, je vais vous zoomer un peu. Je pars des données et j'arrive jusqu'aux prédictions. Et je vois, selon les différents types de variables, qu'elles soient catégorielles, numériques ou textuelles, les différents traitements qui sont faits, avec ici en bout de chaîne l'algorithme. Donc si je clique ici sur l'algorithme, j'ai accès à une documentation avec les caractéristiques de l'algorithme, ses différents paramètres. J'ai également accès au code source et à des papiers académiques, des références sur le sujet. Ce qui veut dire que je peux très bien, avec toutes ces informations, répliquer ce même modèle en dehors de DataRobot. Ensuite, lorsqu'on a un modèle, on va chercher à évaluer sa performance. Alors, j'ai accès à cette première courbe, ce qu'on appelle la courbe Lift, qui va permettre de confronter mes prédictions ici en bleu avec les valeurs réelles ici en orange. Donc, l'idée, c'est d'avoir les deux courbes les plus proches l'une de l'autre. Et ça permet aussi, ici sur la droite, on voit comment se comporte le modèle quand les risques de défaut sont élevés, et ici sur la gauche, lorsque le risque de défaut est peu élevé. Bon, on s'aperçoit que quand c'est un peu intermédiaire, risque élevé mais pas maximal, eh bien j'ai un modèle qui n'est pas ultra performant, on va dire. Ensuite, j'ai accès à la courbe ROC et un certain nombre de caractéristiques comme le F1 score, comme le recall, la précision, etc., qui sont des informations précieuses pour les data scientists, dont ils sont très familiers. Et j'ai également accès, on le voit ici, à la matrice de confusion. On ne peut pas avoir un modèle qui fait jamais d'erreur. Lorsqu'il s'agit d'une classification binaire, il y a deux types d'erreurs. Soit je prédis que mon prêt va faire défaut alors qu'il ne fait pas défaut, il s'agit d'un faux positif. C'est dommage parce que je vais pas investir en tant qu'investisseur sur un prêt qui potentiellement avait un taux d'intérêt élevé parce que mon modèle m'indique que ce prêt va faire défaut. Il s'agit d'un faux positif. Donc ça a un coût. Mais j'ai également comme autre type d'erreur le faux négatif, à savoir le modèle m'indique que le prêt ne va pas faire défaut alors qu'il fait défaut. Ça c'est aussi ennuyeux parce que moi en tant qu'investisseur, je vais investir sur un prêt qui va in fine faire défaut. Donc voilà, à nous en tant que utilisateur du modèle et surtout la façon dont on va caractériser notre modèle et évaluer sa performance, à nous d'évaluer le coût lié à un faux négatif, une erreur ou un faux positif, et de spécifier quel est le bon seuil pour discriminer, entre guillemets, mes 0 de mes 1. Voilà. Donc tout ça, c'est possible de le faire avec la plateforme. On a ensuite, une fois qu'on a évalué son modèle, on a accès, comme l'expliquait très bien Charlotte, à l'interprétabilité du modèle. Moi, je cherche à savoir comment fonctionne mon modèle. Déjà, dans un premier temps, j'ai accès
à ce qu'on appelle l'impact des variables, c'est quelles sont les variables les plus importantes pour ce modèle en particulier. En l'occurrence, il s'agit ici du revenu annuel de l'emprunteur, du taux d'intérêt. Alors, description, c'est intéressant parce que c'est un champ de texte libre, comme le title. Et d'ailleurs, ça me permet de vous montrer ici comment sont intégrées ces informations. Donc, je vais dans Insight et je vais avoir ici le nuage de mots où les différents champs, les variables de texte et les mots en particulier sont représentés comme des facteurs de risque de défaut. Ici, je vais avoir business qui apparaît. Donc, déjà, la taille du mot, c'est selon sa fréquence d'apparition dans le jeu de données. Ensuite, la couleur, ici rouge, ça indique que ce mot business est associé à un risque de défaut élevé. Alors, on l'explique sans doute du fait que ce sont probablement des emprunteurs qui cherchent à obtenir un prêt professionnel et qui ont peut-être essuyé des refus auprès des banques et qui se dirigent vers Lending Club pour obtenir un prêt professionnel. À contrario, ici, Wedding, donc obtenir un prêt pour financer son mariage est peut-être plus adapté et on s'aperçoit ici que le risque de défaut associé à un prêt qui est généré pour financer son mariage est associé à un risque de défaut peu élevé. Je reviens ici sur modèle, et donc mon leaderboard, mon modèle ici en particulier qui est considéré comme étant le plus rapide et le plus précis. Donc on a l'impact des variables, ce que je viens de vous montrer, donc quelles sont les variables les plus importantes, et on s'aperçoit que les variables de texte comme de texte libre ont une importance grande pour le modèle. Et ensuite, pour chacune des variables, je vais pouvoir voir comment le modèle se comporte selon les différentes valeurs. Ici, si je regarde le revenu annuel de l'emprunteur, on se rend compte qu'entre 20 et 40 cas, j'ai un risque de défaut qui est relativement élevé. Ce risque de défaut est réduit lorsque mon revenu annuel est compris entre 40 et 60 cas. Et au-delà de 60 cas, j'ai un risque de défaut qui est beaucoup moins élevé. Ce qui est tout à fait logique. Donc, des gens du métier pourraient me dire, oui, ça fait sens, donc le modèle se comporte correctement. Je vais regarder aussi le taux d'intérêt. Là, on le voit, plus le taux d'intérêt est élevé, plus mon risque de défaut est élevé. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder aussi la durée du prêt. Est-ce que ça a un impact sur mes prédictions? Oui. Si le prêt est court, j'ai un risque de défaut qui est moins élevé que lorsque le prêt est plus élevé et sur une durée plus longue. Et alors, Charlotte en a également parlé. Ce qui va être intéressant, c'est pas seulement d'avoir un score. Voilà, mon risque de défaut pour ce prêt sur lequel je souhaite investir est de 20%. Mais je vais essayer de comprendre pourquoi ce prêt il est avec un risque de défaut de 20%. Ici, on a un certain nombre d'exemples et on voit que ce prêt, le 400, a un risque de défaut de 75%. Mais DataRobot, au moment où on va faire la prédiction, donc va m'indiquer ce score de 75%, mais va aussi m'expliquer pourquoi. Donc, je vais avoir cette information comme quoi le descriptif est une information qui indique que le risque de défaut est élevé. En l'occurrence, voilà, on voit qu'il s'agit d'un prêt qui est professionnel. Ensuite, je vais avoir ici Employment Title. L'emprunteur n'a pas indiqué chez qui il travaille. Alors, ça peut peut-être indiquer qu'il est sans emploi. Le taux d'intérêt est élevé, la durée du prêt est élevée, et ainsi de suite. A contrario, ici, ces prêts, le 9687 a un risque de défaut qui est peu élevé. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt est peu élevé, le revenu annuel de l'emprunteur est très élevé, et le grading associé à ce prêt est 1. Et la durée est faible. Voilà comment on va pouvoir interpréter comment se comporte le modèle. Voilà comment on va pouvoir associer des explications aux prédictions qui sont faites. Alors, à partir du moment où je suis satisfait, j'ai évalué la performance de mon modèle, je sais expliquer mon modèle, c'est complètement transparent, j'ai cherché à le mettre en production. Et avec DataRobot, on propose une certaine flexibilité pour mettre en production le modèle. Et vous allez voir, c'est aussi très facile. J'ai la possibilité de le faire en mode batch. Alors simplement, je prends un fichier Excel où je mets mes différentes lignes qui correspondent à ces prêts qui sont émis sur la Lending Club et je vais avoir un score et les raisons qui expliquent ce score. Je peux également déployer mon modèle avec l'API, c'est-à-dire que mon modèle devient un endpoint et depuis n'importe quel type d'application métier, je vais pouvoir envoyer les données et récupérer mes prédictions et les raisons qui expliquent ces prédictions. C'est la solution la plus utilisée par nos clients. J'ai également la possibilité de déployer mon modèle sur Hadoop ou alors en dernier lieu,
si toutes ces propositions ne conviennent pas, eh ben, je peux très bien télécharger, enfin, voilà, exporter mon modèle, le scoring code en jar, donc en Java, et donc l'intégrer dans mon IT. Alors, une fois qu'on a mis en production un modèle, et je vous ai montré que c'était très simple avec DataRobot, eh bien, je vais pouvoir monitorer et manager mon déploiement. Ici, en l'occurrence, j'ai 19 déploiements. Donc, quand on dit, excusez-moi, quand on dit devenir AI-driven, ça pourrait dire ça pourrait être une société qui dispose d'une centaine de déploiements actifs et qui vont pouvoir être monitorés depuis DataRobot. Alors, monitorer, ça veut dire quoi? Si je regarde ce déploiement, je vais voir un certain nombre d'informations comme d'où vient ce modèle, est-ce qu'il a été, enfin, la traçabilité du modèle, est-ce qu'il a été remplacé au fil du temps. J'ai également avoir accès à ce qu'on appelle l'état de service, un certain nombre d'indicateurs KPI côté IT, voilà, où je sais sur une période donnée, donc je peux spécifier ici la durée. Je vais pouvoir savoir combien il y a eu de prédictions qui ont été faites, combien d'utilisateurs utilisent ce modèle, s'il y a eu des erreurs. J'ai également, et ça Charlotte en a parlé, pouvoir juger si mes données ont dérivé. Enfin, ce qu'on appelle la dérive des données, on sait très bien que les usages changent, qu'il peut y avoir des nouvelles normes, des nouvelles règles, ce qui fait que les données sur lesquelles on a entraîné nos modèles peuvent ne plus être à jour par rapport aux données sur lesquelles on fait des prédictions. Alors, si ça veut bien marcher, mais ça va marcher. Voilà. Ici, j'ai mes variables qui sont les plus importantes. Je vois que je n'ai pas de dérive de données, tout est vert. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'avais des modèles précédemment. Et ici, en l'occurrence, la première version, le premier modèle qui a été créé, j'avais du drift dans mes données, ce qui m'a dirigé sur le fait de réentraîner un nouveau modèle avec des données plus récentes pour être plus à jour. Alors, pourquoi j'avais du drift? Eh bien, tout simplement, si je clique ici sur le grade, eh bien, je me rends compte que j'avais entraîné des modèles avec des prêts A, B, C, D et E, et qu'au fine, in fine, les données sur lesquelles je fais mes prédictions, j'ai jamais de grade E. Alors peut-être que Lending Club a supprimé ce grading. Donc ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai réentraîné un modèle, mais sans grade E, parce que c'était plus en lien avec la réalité. Après, j'ai la possibilité également de juger de la précision de mon modèle dans le temps avec ces différentes métriques, c'est-à-dire que je vais confronter mes données réelles avec mes prédictions et m'assurer que je suis dans le vrai. Voilà, donc un certain nombre de moyens mis à la disposition de l'utilisateur pour monitorer son modèle. Et s'il s'avérait que ma précision n'est plus bonne ou que j'ai du drift, de la dérive dans mes données, eh bien, tout simplement, je peux ici, en 3 clics, remplacer mon modèle que je considère plus à jour avec un nouveau modèle que j'ai entraîné sur DataRobot. C'est simplement en appuyant ici sur remplacer le modèle. Alors là, en l'occurrence, je ne suis pas le owner, le propriétaire de ce modèle, donc je ne peux pas le faire, mais il suffit, en 2 clics, vous avez la possibilité de le faire. Voilà, il est 11h45, j'en ai terminé avec cette démonstration. Je vous remercie. Merci beaucoup, Stéphane. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci à vous 3 pour l'intervention et puis au revoir. Merci. À bientôt. Merci. Merci Merci, beaucoup. Audrey. Merci à Au tous. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.